Personnalités, entrepreneurs, coachs, experts, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Mesdames, Messieurs, chaleureux auditeurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Au fil de la conversation. Merci de faire toujours le choix de la radio utile et agréable. Aujourd'hui, notre invité du jour nous plongera dans l'univers du storytelling. Qui est-il? À mes côtés sur ce plateau, Brice Kamgan, business storyteller. Donc nous irons donc à la rencontre de cette mécène. Il nous dira tout sur son univers. Au micro de présentation, je suis Bébel Lagrande, fidèlement accompagnée à la technique par William Choualak. Bienvenue au fil de la conversation sur ABK Radio. Retrouvons-nous juste après cette petite respiration musicale. The river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Scold me, when lost where you find me. But they told me a man should be faithful and walk when not able and fight till the end, but I'm only human.
De retour sur ce plateau, vous êtes au fil de la conversation sur ABK Radio. Nous venons d'écouter un titre de Michael Jackson, Will You Be There, sorti en 1991. À mes côtés sur ce plateau, je disais, une mécène, Brice Kamga, mais qui c'est? Alors on parle d'un Camerounais né à Douala, d'une commerçante qu'il décrit comme très ambitieuse et extravertie, et d'un banquier réservé et introverti. Alors, Brice a connu une enfance difficile du fait de la séparation avec sa mère et les graves soucis financiers de son père, mais s'est reconstruit au fil des années. Aujourd'hui, il est auteur best-seller Amazon, conférencier international et passionné de la prise de parole en public et du leadership. Son expertise en storytelling est reconnue dans la francophonie mondiale pour la qualité de son travail. Il a gagné de nombreux concours d'art oratoire, notamment en Afrique et aussi en Amérique du Nord. Alors, c'est un fier membre de la prestigieuse Canadian Association of Professional Speakers, abrégé CAPS. Il est également membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Gatineau. Il se définit aussi comme un contributeur au leadership féminin grâce à sa mère. Pour Brice, chaque histoire bien racontée vaut diamant. Bienvenue au fil de la conversation, Brice Kamga. Merci beaucoup, bébé. C'est un plaisir pour moi d'être là. Bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs. C'est vraiment un plaisir pour moi. C'est nous. Ce plateau brille déjà de mille feux et juste une envie. Mais on a envie de savoir, mais c'est quoi le storytelling? C'est quoi? J'espère que au fil de la conversation, nous aurons un Brice ouvert qui nous dira tout sur cet univers, mais pas seulement, parce qu'on est au fil de la conversation. Okay. Et au fil de la conversation, nous allons à la rencontre de nos invités. Entre enfance, parcours, défis, échecs et gloire, ils nous disent tout. Donc, nous espérons avoir un Brice ouvert au fil de la conversation. Oui, je serai ouvert. D'accord. Alors, chose promise, chose due. Absolument. Donc, alors, comment était la journée, Brice? Bien, très belle journée. Pluvieuse, mais c'est normal. La pluie fait son devoir. C'est la saison de pluie. Il faut respecter le climat, il faut respecter la nature. Elle doit nous donner de la pluie, elle nous en donne. C'était bien. J'ai fait de très, très belles rencontres. Voilà, ça, très belle journée, très belle journée. Alors, depuis ton arrivée au Cameroun, est-ce que les journées sont monotones? Elles se ressemblent toutes? Non, du tout. Ça fait 3 semaines que je suis là. Les journées ne se ressemblent pas. Je dors peu. Il y a toujours des défis à relever, toujours des nouveaux challenges. Quand tu penses que tu as relevé un premier défi, il y a un deuxième qui arrive. Quand tu penses avoir relevé ce deuxième-là, il y a un troisième qui arrive, etc. Ça continue comme ça jusqu'à. Et puis c'est bien, c'est ça la vie. La vie, c'est ça, c'est les défis, c'est les challenges. Il faut les relever. Il faut les relever, ah oui. Alors, on a parlé un peu dans la description que je donnais tout à l'heure. Tu es né à Douala, mais tu ne vis pas à Douala. Oui, je ne vis plus à Douala. Tu ne vis plus à Douala. Ouais. Alors, tu passes ton enfance ici? Oui, j'ai grandi ici à Douala. Moi, je suis né à la Quintini et mes parents, à cette époque, habitaient à Deido. Après, ils ont construit à Lokbaba, précisément à Sankote. Donc, moi, j'ai grandi à Sankote. Et j'ai aussi beaucoup séjourné au village, que ce soit à l'âge de 5 ans, lorsque ma mère et mon père se séparent et que mon père doit aller me laisser au village parce qu'il n'y a personne pour rester avec moi. Oui. Ou alors, toutes les vacances, de façon systématique, j'allais à Fotouni, qui est mon village. Oui. J'allais passer du temps là-bas avec ma grand-mère chérie, mon grand-père à l'époque, qui est parti un peu plus tôt que ma grand-mère. Oui. J'ai passé plus de temps avec ma grand-mère et c'est ça. Je suis un enfant né, grandi littéralement à Douala. J'ai grandi ici. D'accord. Et comment on va dire quoi? C'était une enfance, bonne enfance. On en parle un peu de cette enfance auprès de grand-mère?
Oui, auprès de grands-mères, c'était toujours génial. Vous savez, les grands-parents ont toujours un amour démesuré pour les petits-enfants. Les grands-parents sont protecteurs. Et ma grand-mère, mamie Agnès, elle était encore plus protectrice. Pour elle, c'est non, on ne tape pas sur l'enfant, on ne crie pas sur mon toujours, enfant, les etc. grands-mères. Elle était très protectrice, donc c'était une très très belle enfance de ce point de vue-là. Du côté de la maison de mon père ici, c'était pas très évident, des défis à relever, mais bon, parce que je n'étais pas un enfant facile non plus. Mais voilà, tout ça m'a construit et a permis que je sois la personne que je suis aujourd'hui. C'est un mélange de tout ça, du positif, du moins positif, qui me construit. Et aujourd'hui, si je peux être là à vous parler, c'est parce que j'ai eu l'enfance que j'ai eue. Sinon, je ne serais pas là à vous parler. Alors, vous parlez d'un moment quand même très fort de cette enfance. À 5 ans, papa vous laisse chez grand-mère à Fotouni, où vous dites vivre l'initiation à l'art du storytelling. Mais à 5 ans, on ne comprend pas très bien. Oui, ce qui se passe, c'est que le jour où mon père va me laisser au village arrive. Il y a quand même un gros contraste entre là où je viens et là où je suis. Là où je viens de Douala. Il y a de l'électricité, il y a un peu de goudron que je vois de temps en temps lorsque je sors de Soncote. Il y a des gens qui parlent le français. Il y a peu d'animaux. Et là où je suis, là où papa me laisse à Fotouni, je suis entouré de terre battue. Il y a des gens autour de moi, torse nu. Tout le monde parle une langue que je ne comprends pas, donc je suis un peu déboussolé, donc je pleure beaucoup. À 5 ans, c'est pas évident. Et je pleure tellement que ma grand-mère va aller faire des petits rites dans la forêt sacrée pour dire aux esprits, écoutez, votre fils est là, accueillez-le et tout, mais ça n'a pas marché, j'ai continué de pleurer jusqu'au soir. Le soir, donc, on est assis à la cuisine de bois, autour du feu, une demi-douzaine de personnes, on était 6 ou 7. Je suis en train de pleurer et ma grand-mère me porte, elle me pose sur ses cuisses et elle se met à tapoter le pied au sol pour me calmer, pour me bercer. Ah oui. Et à cet instant, il y a quelqu'un dans la salle qui dit « Tony, Tony » et les autres répondent « Tony » un peu en chœur. Et à cet instant spécifique-là, je me tais et j'arrête de pleurer. Un peu comme un enfant dont l'âme est troublée, puis il écoute une douce mélodie et son cœur s'apaise. Mon cœur s'est apaisé à cet instant-là. Le gars a commencé à raconter une histoire. Et la chose surprenante dans ça, c'est qu'à cette époque, je ne comprenais même pas un seul mot de ce qu'il disait parce qu'il parlait en dialecte. Moi, je venais de Douala, je ne savais pas, j'avais jamais été au village avant. Oui. Mais quelque chose s'est passé, c'est pour ça que je dis que c'est le début de mon initiation, parce que ce soir-là, quelque chose s'est passé. Et ça, ce bout de mon histoire, évidemment, quand je vis ça, je ne me rappelle pas. C'est mon père qui me rappelle ça en 2020 ou 2021, qui me décrit la scène, il me dit que c'est ce que sa mère lui avait dit, qu'en fait, on s'est retrouvé à la cuisine et tout, elle avait tout fait, des sacrifices, machin, je pleurais toujours. Et c'est quand on a commencé à faire du Tony Tony que je me suis arrêté. Et ça a continué comme ça tous les soirs. On se retrouvait autour du feu. Il y a quelqu'un qui disait Tony, Tony. Les autres répondaient en chœur Tony. Et ensuite la personne... Pardon. Et ensuite la personne se mettait à raconter une histoire. C'était une tradition tous les soirs. Et donc, en grandissant, j'ai fait un peu plus de 2 ans au village. En grandissant, moi aussi, j'ai appris à raconter des histoires. Je racontais les histoires que les autres racontaient déjà. Et je savais déjà parler le patois. Et je dis que tout est parti de là parce que après, à chaque fois où ma grand-mère voulait m'encourager à faire quelque chose, elle me racontait une histoire. Quand mon grand-père voulait m'interdire de faire quelque chose, lui aussi me racontait une histoire, il me disait ne fais pas ça. Donc du coup, j'ai baigné dans ça. Et moi, quand je rentrais en ville à Douala avec mes camarades, je me rappelle bien, un ami d'enfance, Stéphane Ekani, sa grande sœur, un jour m'écoute raconter une histoire, mes histoires du village, et elle est waouh, est-ce que vous savez, il parle bien et tout. Mais c'était juste... je répliquais juste ce que j'avais appris au village. Donc c'est vraiment à Fotouni que j'ai reçu mon initiation à l'art du storytelling. Parce que le storytelling, c'est raconter la bonne histoire de la bonne façon. Et c'est au village. Événement marquant de cette enfance-là, est-ce que c'est justement cette initiation ? Il y en a d'autres ? Non, je ne dirais pas que c'est ça l'initiation. Parce qu'aujourd'hui,
je peux affirmer que mon initiation a commencé à cette époque-là, mais à cette époque-là, je n'en étais pas conscient du tout. Je savais Oui, même pas à ce qui se 5 passait. ans, on n'a pas le cœur assez Voilà. grand pour Voilà. contenir ces choses-là. Mais par contre, l'événement marquant, c'est quand on m'annonce quand on me présente ma nouvelle mère, quand je reviens du village 2 ans et demi après, Oui, et que mon père me présente ma nouvelle mère, il me dit ça c'est ta mère. Bon, je lui dis non, c'est pas ma mère. maman. Moi je la regarde là, c'est pas ma mère. voilà. Mais c'est un événement marquant et c'était le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation qui allait être spéciale quand même. Et puis bon, moi mon enfance a été plus marquée par ça que par autre chose. Et après l'enfance, on entre un peu dans l'adolescence. Ouais, l'adolescence, un adolescent un peu turbulent. Je ne suis pas quelqu'un de très obéissant, donc j'ai eu une adolescence assez mouvementée à mon niveau, Oui. assez mouvementée. À un moment donné, je voulais même plus fréquenter, je voulais jouer au football. Ça semblait être la mode à cette époque-là. Et c'est ça, donc un enfant brillant à l'école primaire, mais quand je suis rentré au collège et au lycée, j'ai été moyen, jusqu'à ce que j'arrive en seconde. Alors, à quel moment quittez-vous le Cameroun? Je quitte le Cameroun il y a seulement 4 ans. Je quitte le Cameroun en 2019 Oui, et je pars pour, premièrement, pour suivre ma femme, parce que c'est ma femme qui voulait partir. Moi, je voulais plus partir, mais il fallait que je respecte ma parole parce que quand on s'était fiancés en 2013, elle m'avait dit que son rêve était de partir parce qu'elle voulait aller découvrir l'extérieur, apprendre là-bas et pouvoir revenir ici avec une expertise. Donc j'avais dit ok, elle m'avait demandé est-ce que ça me gênerait. J'ai dit non, moi je pense qu'on peut le faire. Donc elle me l'a rappelé 5 ans après pour me dire écoute, j'avais dit ça, il faut qu'on parte. Donc du coup, voilà, on est parti en 2019. d'accord. Alors, on va un peu parler de votre univers qui est le storytelling maintenant. Que pouvez-vous nous dire du storytelling? Concrètement, qu'est-ce qu'il est? Il est aussi simple que de raconter la bonne histoire de la bonne façon. C'est tout. Storytelling, en anglais, si on décortique ça, on va dire raconter une histoire. Story et telling. Si on ramène ça à une forme un peu plus élevée, je dirais ça comme ça, on parlerait de communication narrative, la narration, raconter la narration, narrer quelque chose à quelqu'un. Donc le storytelling, c'est simplement le fait de raconter la bonne histoire de la bonne façon. Lorsqu'on veut passer un message, lorsqu'on veut vendre une idée, lorsqu'on veut vendre un projet, lorsqu'on veut vendre son savoir-faire, il faut raconter la bonne histoire de la bonne façon. Il faut faire du storytelling. Le storytelling, c'est un exercice qui a été modélisé par les Américains, mais nous, on le fait depuis. J'ai parlé de Fotounis, ce qui s'est passé dans mon village. On le fait depuis, on a une tradition dite orale. Donc Ah oui, parce que je suis sûre que pas mal de nos auditeurs s'identifient un peu comme de grands raconteurs d'histoires. Et bien sûr, on finit par se demander, mais est-ce qu'on peut vivre de ça? Très bien. Moi, ça me plaît, cette question. Effectivement, on me l'a posée parce que justement, tu disais ça, les gens écoutent et disent, ben moi, je connais tel qui sait bien raconter des histoires. Voilà. Quels sont les c'est quoi ce atouts truc? d'un bon C'est quoi? storytelling? Qu'est-ce qui fait la différence? À quel moment on se dit, ben voilà, finalement, je peux vivre de ça? Est-ce qu'on peut vivre de ça? J'en suis la preuve vivante. Je vis de ça. Je vis de ça depuis 6 ans. Je ne fais rien d'autre que ça. Oui. Et tout ce que j'ai eu depuis les 6 dernières années d'un point de vue professionnel m'est venu grâce à l'art du storytelling. Ah oui. C'est en 2017, lorsque nous tracions le chemin de l'art oratoire ici au Cameroun, personne ne savait même ce que c'était.
On n'imaginait pas qu'on pouvait vivre de ça, former les gens, apprendre aux gens à parler, etc. Qu'on te paye pour ça, c'était vraiment... Mais Dieu merci, ça a fait son temps. Aujourd'hui, je vois plein de trucs sur l'art oratoire à gauche et à droite. Oui. Comme d'habitude, beaucoup de charlatans aussi. Mais bon, il faut du tout pour faire un monde. À la fin de la journée, c'est au peuple, c'est aux gens de déterminer qui est la référence, qui est le meilleur, qui est plutôt un plaisantin et tout. C'est ça. Donc, vis pleinement de ça. Quels sont les éléments qui peuvent, à la fin de la journée, dire qu'on est un bon storyteller ou machin? Mais la première chose, c'est que la personne qui vous dit qu'elle fait du storytelling doit vous le démontrer en le faisant elle-même. Parce que une chose est d'avoir une connaissance livresque des choses, une autre est d'avoir une connaissance expérimentale de la dite chose. On peut lire 2-3 livres et réciter, impressionner 2-3 personnes. Mais à la fin de la journée, est-ce que soi-même, on le pratique et est-ce qu'on a la capacité de transmettre ce qu'on pratique à l'autre? Donc, c'est ça un bon storyteller. Un bon storyteller, c'est quelqu'un qui vit la chose. Quand on lit mes textes, quand on m'entend parler, on voit que je vis, je mange, je dors storytelling. Donc tout le monde peut être storyteller, tout le monde peut être storyteller professionnel. Alors, comment fait-on justement pour vivre avec le storytelling, pour ne pas en perdre et ne pas en perdre le bénéfice au fil du temps? C'est quand même une activité qu'on ne mène pas à court terme. Comment on fait pour rester au top au fil du temps? Moi, Brice Kamgang, il ne se passe pas une seule journée sans que je ne pratique l'art du storytelling. Pas une seule journée. Pas une seule. Et je pense que c'est ce qui permet de garder la flamme allumée. C'est ce qui permet à la fin de la journée de rester constant. Parce qu'effectivement, c'est une activité, c'est une façon de faire qui doit se voir, comme je le disais, ça doit se voir. Tu ne dois pas simplement dire aux gens que tu es storyteller ou tu fais du storytelling. Non, oui. Ça doit se voir. Quand on te lit, on doit voir le storytelling. Quand on t'écoute, on doit voir le storytelling. Dans ta façon de parler, dans ta façon de communiquer, on doit sentir, tu dois vibrer le storytelling. Et pour ça, il faut pratiquer tous les jours. Moi, la toute première vidéo que j'ai mise sur YouTube, à l'époque, en octobre 2017, je crois, ou novembre, Oui. le titre c'est Ex-prisonnier. Il y a un gap fou entre cette vidéo-là et ma dernière vidéo où je dis que le storytelling, c'est par exemple la business class. J'étais en business class et j'ai fait une vidéo, j'ai profité pour faire une vidéo pour expliquer ce que représente le storytelling. Le storytelling, c'est la business class de la communication. Les autres techniques de communication, là, c'est la classe éco. Ça, c'est moi qui le dis. Je me fais pas beaucoup d'amis, mais pour moi, c'est ça. Le storytelling, c'est la business class. C'est même je dirais même la première classe. Et donc, c'est ça. C'est tout le temps être en train de travailler et progresser. Entre ce que j'ai fait il y a 6 mois et ce que je fais maintenant, il y a un gap. On peut très bien voir que je progresse parce que je ne m'arrête pas de travailler. Comme un sportif qui tous les jours doit courir, tous les jours doit faire des exercices, tous les jours doit se reposer de la bonne façon pour pouvoir rester au top, pour pouvoir toujours donner son meilleur. Alors, pour les entreprises, le storytelling, on en parle un peu. Comment ça se passe sur des aspects corporate et produits, mais également en politique? Est-ce que vous pensez que le storytelling puisse servir toutes les causes? Oui, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs. Parce que le storytelling est comme un couteau. Un couteau, vous avez un couteau, vous avez le choix. Lorsque vous avez un couteau, si vous prenez un couteau, alors il y a cette petite anecdote que j'aime raconter. Je crois que c'était en avril 2020, il y a un jeune homme en France qui sort la nuit, il revient le matin, sa maman le gronde, veut savoir ce qui se passe, pourquoi il a fait ça, etc. Et la discussion monte, les choses escaladent
et le jeune homme prend le couteau à la cuisine. Il poignarde sa mère à mort. Elle décède sur place. Et la question que je pose aux gens, c'est est-ce que c'est le couteau qui est mauvais? C'est pas le couteau qui est mauvais. Si tu prends un couteau, tu le remets à un brigand, à un criminel, il va peut-être ôter la vie de quelqu'un avec ce couteau-là, comme ce jeune homme-là qui a ôté la vie de sa mère. Mais si tu prends le même couteau et tu le remets à un chef cuisinier, à une maman à la cuisine comme la mère de ce gars, elle va se servir du couteau non pas pour blesser, mais pour couper de la viande, couper des légumes et faire une belle soupe pour entretenir la vie. Donc d'une part, tu as quelqu'un qui va ôter la vie avec le même couteau et d'autre part, tu as quelqu'un qui va préserver cette vie avec le même couteau. C'est ça le storytelling, ça c'est toutes les causes. Qu'on soit en politique, qu'on soit en business, qu'on soit en associatif, qu'on soit même dans le domaine privé, familial, on veut faire passer un message aux enfants, raconter la bonne histoire permet d'atteindre son objectif. Dans le domaine des entreprises, on a différentes dimensions où on peut utiliser le storytelling. On peut l'utiliser en interne, c'est-à-dire dans le cadre des échanges, de la communication interpersonnelle. On peut utiliser ça. S'il y a quelqu'un qui veut passer un message à son collègue ou son collaborateur, la meilleure façon de faire passer ce message-là, c'est de raconter une histoire. Parce que l'histoire va mettre de la clarté sur le message que la personne veut passer. Et donc ça, c'est d'un point de vue interne. On veut mobiliser les gens, on veut partager les valeurs d'entreprise en interne. On raconte la bonne histoire, c'est quoi la vision de cette entreprise, où est-ce qu'on s'en va, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on impacte les gens en interne. Maintenant, en externe, on peut aussi utiliser les histoires pour le branding de l'entreprise ou bien pour le branding personnel, pouvoir se démarquer de la masse, montrer que voilà, nous, où est-ce qu'on se positionne, voici pourquoi nous faisons ce métier-là. D'être capable de faire ça va nous permettre à nous d'être différents des autres sur le marché. Ça, c'est d'un point de vue externe. On peut également utiliser des histoires, et c'est ma prescription, et c'est ce que je fais tout le temps au Canada, c'est de former justement les vendeurs et les vendeuses, les vendeurs d'assurance, les vendeurs de produits. Très souvent, l'erreur qui est faite, c'est de se focaliser sur le produit, sur le service qu'on vend. Erreur! Les faits, les caractéristiques du produit ne vendent pas. C'est l'émotion qui vend. Et pour stimuler les émotions, au lieu de se focaliser sur les caractéristiques du produit, il faut se focaliser sur la bonne histoire à raconter aux clients potentiels. L'histoire qu'on raconte permet de stimuler les émotions et de vendre facilement les produits et les services. Stimuler les émotions, vendre facilement les produits et services. Est-ce qu'on n'a pas un peu peur d'un vendeur qui maîtrise l'art du storytelling? Parce qu'on se dit finalement, c'est quelqu'un qui a de belles histoires. Est-ce que le produit promet ce qu'il raconte? Est-ce que vous n'êtes pas souvent confronté à ce genre de... Exactement. Tout le temps. Je suis confronté à ça tout le temps. Ça, c'est même l'objection première qu'on m'oppose. On me dit, écoute, raconter des belles histoires et tout. Les gens ne vont peut-être pas y croire. Les gens vont se dire, écoute, ça, c'est une autre histoire. Tu essaies juste de me vendre ta salade. Oui. Et je dis, c'est normal que les gens disent ça. Les gens disent ça lorsque tu n'as pas appris à raconter la bonne histoire de la bonne façon. Quand tu sais raconter la bonne histoire de la bonne façon, il est clair que l'autre n'a même pas le temps de penser que tu essaies de le berner ou bien tu essaies de lui vendre ta salade. Non. Il est tellement embarqué par ton histoire qu'il adhère tout de suite. C'est lui qui est le héros de l'histoire que tu racontes. C'est pas toi, c'est pas le produit ou le service que tu vends. Non, rien de tout ça, mais c'est la personne à qui tu parles qui devient l'héroïne de l'histoire. Et c'est là toute la différence. C'est là où je rentre en jeu pour propulser justement les ventes des entreprises. Tu vois ? C'est ça qui fait toute la différence. Alors, à vous entendre, Brice, on passerait la journée, franchement, à débattre sur le storytelling. Alors, parlez-nous de vos débuts. Pour ces auditeurs qui nous écoutent, qui se disent, je viens de découvrir que je peux vivre de ce talent que j'ai. Alors, comment est-ce qu'on le perfectionne? Comment ça s'est passé dans vos débuts? Comment vous arrivez à vous démarquer, à arriver sur le marché et vous positionner comme, Brice Kanga que vous êtes aujourd'hui? L'authenticité. Écoute, moi j'ai une histoire qui est très claire, qui est assez singulière, comme les histoires de tout le monde. Tout le monde a une histoire particulière. On est même les jumeaux n'ont pas la même histoire. Chacun vit son histoire et vit sa vie. Moi, lorsque ma mère se sépare de mon père quand j'ai l'âge de 5 ans, elle part, elle m'abandonne, je n'entends plus jamais parler d'elle. 2012, son frère réapparaît et me dit que elle
est décédée, que ma mère serait décédée en Guinée équatoriale, blablabla. Je me mets en colère, je dis donc vous saviez qu'elle était là en Guinée équatoriale et personne ne m'a rien dit. Il dit non, on ne savait pas, on a eu des nouvelles comme ça récemment et tout et tout. Bref, je fais mon deuil, je pleure. Je suis choqué parce que il y a cette question qui n'a pas de réponse. Maman, pourquoi m'as-tu abandonné? Je savais que elle s'était séparée de mon père, mais pas de moi, pas de ma petite sœur. Oui. Donc du coup, je ne comprenais pas ça, mais c'est ça qui me choquait et qui m'enrageait. Oui. Ça, c'est 2012. 2013, la jeune demoiselle que je courtisais depuis 2 ans et demi me dit oui. 2014, on se marie. 2015, elle me donne mon premier fils, Kefren. 2016, ma mère, qu'on m'avait dit décédée, revient. Waouh. Ma mère revient et elle est ramenée au Cameroun par une dame bienveillante, Oui. une dame qui a le cœur sur la main, une maman pour moi, Oui. qui, quand on m'appelle et on me dit que ma mère est là, vous imaginez le choc et tout. Quand je vais voir ma mère, j'arrive, il y a plusieurs dames qui sont là debout, Oui. assises. Je reconnais quand même ma mère. J'avance vers elle, elle se lève, elle m'embrasse et je lui demande « D'où viens-tu, maman ?» Et là, elle se met à pleurer. La dame qui avait ramené ma mère me Oui. dit écoute mon fils, assieds-toi, je vais te dire ce qui se passe. Je m'assois et là elle me dit écoute, ta mère est malade, ta mère fait des crises d'épilepsie et des crises de folie. Il y a des moments comme ça, elle va se déshabiller, elle marche dans les rues, elle casse des affaires et tout. Ta mère est malade. Mais je l'ai rencontrée en Guinée équatoriale. Un jour, j'allais à l'église. Oui. Je passais là et ta mère m'a interpellé. Elle m'a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux rentrer au Cameroun. Je veux revoir mes enfants, s'il vous plaît, je ne suis pas folle. Et je ne pouvais pas rester insensible quand ta mère m'a appelé. Je me suis rapproché de ta mère et là, ta mère m'a regardé et elle m'a raconté son histoire. J'ai été tellement touché par l'histoire de ta mère que j'ai décidé de la prendre de la rue. Je l'ai amenée chez moi dans la villa où j'étais logé. Je l'ai hébergée pendant plusieurs mois. Ta mère m'a fait voir de toutes les couleurs parce que quand elle a des crises, elle devient violente, elle casse des trucs, elle peut prendre le matelas et mettre dehors en pleine pluie. Bref, c'était très difficile, mais je supportais parce que l'histoire qu'elle m'avait racontée était très forte. Aujourd'hui, je suis heureuse que l'histoire que ta mère m'avait racontée ce soir-là était vraie, ce jour-là était vrai. Donc voilà comment je revois ma mère 25 ans après, Wow. grâce à une inconnue à qui elle a raconté son histoire dans les rues de la Guinée équatoriale. Et ce soir-là, il y a comme un déclic. Quelque chose se passe en moi que je ne saurais expliquer. Je bossais pour une multinationale. J'avais un revenu largement au-dessus de la moyenne camerounaise. Je vivais bien avec ma femme, mes enfants. On se payait des vacances à Dubaï. On avait une vie bien. Et là, je décide de quitter tout ça pour aller raconter mon histoire et apprendre aux gens à raconter la leur. Ce soir-là, j'ai vu toute ma vie, justement, mon enfance et Oui. tout. J'ai vu que j'avais été initié aux histoires, j'ai vu le pouvoir des histoires. J'ai dit, waouh, c'est une histoire qui a permis que je puisse revoir ma mère. Mhm. Il faut que les gens saisissent à quel point utiliser son histoire peut être capital, peut ouvrir des portes, peut changer la destinée. Si ma mère n'avait pas raconté son histoire, peut-être qu'elle serait encore dans les rues de la C'est Guinée ça. équatoriale. Si ma mère n'avait pas raconté son histoire, peut-être qu'elle aurait été cognée par une voiture pendant qu'elle faisait une crise. Si ma mère n'avait pas raconté son histoire, je ne serais pas chez ABK Radio aujourd'hui à raconter la mienne. Donc raconter son histoire, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et très souvent, on ne comprend pas que ce qu'on a vécu en réalité, c'est une bénédiction après coup. Après coup, lorsque c'est passé, quand c'est devenu une cicatrice, on peut se servir de ça pour tutoyer le monde. On peut se servir de ça pour impacter les vies. On peut se servir de ça pour propulser sa carrière, propulser ses ventes. Raconter son histoire, c'est ce qu'il y a de plus. Ton histoire, c'est ton super pouvoir. Voilà comment je décide de quitter cette entreprise-là pour laquelle je travaillais et de me lancer comme ça dans un univers que personne ne comprenait au Cameroun. Personne ne savait de quoi je parlais quand je parlais d'oratoire, de storytelling. Personne ne savait de quoi je parlais. Mais j'ai persévéré, ça a été difficile. J'ai été dans la rue, on nous a mis dehors parce qu'on ne pouvait pas payer le loyer. Mon fils a souffert. Mon premier fils a été chassé de l'école parce que je ne pouvais pas payer 300 000. Ça a été extrêmement difficile au début. À un moment donné, je m'en suis voulu un peu parce que j'avais plongé ma famille dans un tunnel sombre simplement parce que j'avais eu un coup de folie.
Heureusement, j'ai une femme extraordinaire, Doris, qui a été là, qui m'a soutenu et qui jamais ne m'a mis une pression supplémentaire. Au contraire, à chaque fois, elle me disait, ça va aller mon chéri, ça va aller. Et on est passé par là. Et aujourd'hui, ça paye. Ça paye bien au-delà de nos attentes. Je n'ai pas été à une école particulière de storytelling. Je n'ai pas été... Mais j'ai réussi par la grâce de Dieu à codifier ce que moi je faisais. Et j'ai présenté ça à la face du monde. Ça a été très, très accepté, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la francophonie mondiale, je suis réputé être l'un des meilleurs, si ça n'est le meilleur storyteller francophone mondial. J'ai des clients partout et je remercie Dieu pour ça. Donc, voilà. Ben, quelle histoire touchante, Brice. Vous êtes clairement un exemple de persévérance et même de foi. Parce que dans tout ça, tout a tourné autour de la foi. C'est ça. C'est ça. Sans la foi, si ce n'était pas la foi, jamais j'aurais quitté mon entreprise. Jamais. L'entreprise pour laquelle je travaillais. Oui. Jamais. On quitte quand même le confort pour aller prendre un chemin qu'on ne maîtrise pas. Enfin, exact. On ne sait pas où il va nous mener. Du tout. C'est comme Mais on se dit, je vais le prendre et je vais y arriver. C'est ça. C'est comme sauter avant de se demander, mais comment est-ce que je fais pour sortir ce parachute? Comment est-ce que je fais? Mais j'ai déjà sauté, je suis déjà dans les airs. C'est exactement ce que je fais. Alors, extraordinaire votre épouse, pour arriver à comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a son mari à ses côtés. On a une vie, entre guillemets, aisée. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, il décide que tout s'arrête. Oui. Et c'est pour ça que on me dit tout le temps, tu parles tout de ta femme tout le temps, machin, tu es toujours en train de parler de ta femme. J'ai dit que les gars, laissez, vous ne savez pas. Aujourd'hui, quelle relation avec ta maman? Bonne relation. Ma mère, on s'est battu pour qu'elle ait des soins, pour qu'elle fasse de moins en moins des crises. Donc, elle en fait de moins en moins. Elle est sous médication presque à vie. Elle prend des médicaments tous les jours sans sauter pour pouvoir limiter les crises, mais pas complètement les supprimer. Parce que, bon, apparemment, voilà. Mais elle est là, elle va bien, elle est ici à Douala et je l'aime beaucoup, je l'aime de tout mon cœur. Ah oui. Bah, nous aussi, quelle histoire. Et puis, je suis très contente de vivre ça, c'est-à-dire de partager ce moment d'émotion. Quand tu parles de ta maman, les auditeurs, ils ne voient pas, mais tes yeux brillent. Tes yeux brillent, c'est avec une grande émotion que tu le fais et c'est touchant. Ouais, c'est ça. C'est une mère, c'est une mère. On dit que les garçons sont souvent très attachés à leur mère. Je pense que c'est mon cas. Et puis j'ai grandi sans la connaître. Elle est partie, j'avais 5 ans. Elle est revenue, j'avais 30 ans. Donc j'ai fait 25 ans sans la connaître. Et son retour a quand même fait a quand même permis de donner un certain sens au bon moment. Nous revenons juste après cette petite respiration musicale. Nous sommes restés si longtemps à se regarder, à se désirer, mais un jour nous avons osé. Depuis tu es la plus belle histoire d'amour. Lorsque tu disais Fais de moi ce que tu veux. en moi c'est allumer le feu, consumant jusqu'au bout, mon cœur, mon corps, je te l'avoue. Et depuis, tu es ma plus belle histoire d'amour. Je t'aime.
au fil de la conversation sur ABK Radio. Comme invité, Brice Kamgam, Business Storytelling. Alors Brice, il y a un événement qui approche ce samedi 22 juillet. On en parle un peu? Oui, avec grand plaisir. Alors, le 22 juillet, c'est une conférence qu'on aurait pu baptiser Masterclass parce que mes équipes m'ont dit, écoute Brice, peut-être que tu aurais dû baptiser ça Masterclass parce que quand je regarde le contenu que tu as prévu et tout, les équipes disent ça. Mais c'est vraiment une conférence au cours de laquelle on va vous apporter beaucoup de valeur pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser la bonne histoire pour propulser votre carrière si vous êtes salarié, pour propulser vos ventes si vous êtes vendeur ou chef d'entreprise, pour propulser votre entreprise si vous êtes à la tête d'une entreprise justement. C'est un événement inédit et on va passer un excellent moment. On est prêts, on a de belles surprises pour vous. On a des invités prestigieux qui ont accepté d'être là. Ça va être au Crystal Palace samedi 22. J'ai bien hâte d'être à samedi. Alors, on l'a compris, hein, donc si nous avons besoin de captiver des clients, c'est le bon événement. Si nous avons besoin de développer le charisme, c'est le bon événement aussi. Et puis, si nous avons envie de découvrir surtout comment multiplier nos revenus. Exactement, parce que c'est ça le pouvoir du storytelling, c'est ça le pouvoir de la bonne histoire. Vous savez, en toute authenticité, il faut être capable de raconter la bonne histoire de la bonne façon, en toute sincérité et en toute vulnérabilité. Et lorsqu'on maîtrise ce bel art, eh bien, on va sublimer son leadership. Le storytelling permet de sublimer ton leadership. Ça permet de te démarquer de la masse. Ça permet de multiplier tes ventes, de vendre facilement. Parce que quand tu sais raconter la bonne histoire de la bonne façon, tu convaincs facilement les gens. Parce que tu es capable d'aller stimuler les émotions, comme on disait plus tôt. Ça te permet de développer ton charisme. Quand tu parles, on te voit charismatique. Le charisme n'a rien à voir avec les beaux vêtements, les belles photos. Non, c'est pas ça. Mais bon, après, c'est un peu galvaudé. Mais c'est ça, quand tu es capable de prendre la parole de façon captivante, de façon mémorable, de façon inspirante, tu es définitivement en train de sublimer ton leadership, tu es en train de magnifier ton charisme naturel. Et si tu le fais dans le cadre de la vente, tu vas être capable de vendre facilement. Si tu le fais dans le cadre d'un message, d'une communication que tu veux faire, tu vas être capable d'impacter rapidement les vies. Brice, à quel moment est-ce que les entreprises prennent souvent conscience qu'il faut te contacter? Ah oui, parce que il faut le dire, c'est pas tout le temps qu'on se dit que cette entreprise va bosser avec un storytelling. Quel est le problème? À quel moment ils réalisent l'importance d'avoir un storyteller? Le jour où les responsables, les décideurs de l'entreprise ont l'opportunité de m'écouter. C'est quand les gens m'écoutent, quand les dirigeants m'écoutent, qu'ils se disent « Waouh, j'aimerais que mes collaborateurs parlent comme ça. J'aimerais que ma force de vente puisse communiquer comme ça pour vendre mes produits. J'aimerais que mon équipe marketing puisse communiquer comme ça pour brander l'image de notre entreprise. » C'est quand ils m'écoutent. Parce que oui, ça reste un métier un peu abstrait. C'est pas très connu, surtout en francophonie, vraiment en francophonie. Hein, parce que du côté des anglophones, c'est très, très poussé. Aux États-Unis, c'est une façon de faire. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui ont même des storytellers en entreprise, en interne, dont le rôle tout le temps est d'écrire des histoires et de former les gens sur l'usage du storytelling. Ça, c'est très poussé là-bas. Mais du côté francophone, il n'y en a presque pas. Et donc, je me positionne un peu avec d'autres personnes comme des pionniers pour pouvoir davantage éduquer les responsables d'entreprise pour qu'ils comprennent à quel point si leurs équipes sont capables de raconter la bonne histoire de la bonne façon, de se servir du storytelling, eh bien l'entreprise va être propulsée, les ventes vont augmenter et il y aura moins de conflits dans l'entreprise. Quelles sont les personnes inspirantes pour Brice? La première personne inspirante, c'est ma mère. Oui. C'est une femme qui n'a pas fait des études et tout. Toute sa vie, elle n'a jamais été salariée. Elle s'est battue, elle a travaillé fort, elle a bossé. Elle a gagné de l'argent. Elle voyageait à l'époque, elle allait à l'étranger, en Europe. Elle achetait des marchandises, elle venait revendre ici. Ma mère, c'est une personne inspirante pour moi, très inspirante.
La deuxième personne la plus inspirante, c'est mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par son humilité, par sa capacité à faire taire son propre ego. C'est un homme de paix, contrairement à moi. Moi, je suis un gars, je vais au front, quoi. Si c'est des conflits, moi, je vais, j'ai pas peur. Mais mon père, non, c'est un homme de paix. Il aime apaiser tout le monde dans la famille. Il aime qu'il y ait la paix et tout. Moi, il m'inspire beaucoup et j'essaie à chaque fois de faire comme lui, mais j'y arrive pas encore. Je suis très, très loin du compte. Donc, c'est mon père. Le troisième, c'est ma femme. Vous savez, quand tout va bien, tout va bien. C'est quand tout va mal que nos visages, nos faiblesses se révèlent au monde. Quand j'ai décidé de quitter cette entreprise pour laquelle je travaillais et que je me suis lancé dans le storytelling, la prise de parole en public, comme je disais, ça a été très difficile. On a touché le fond, on a même allé, j'ai dit jusqu'à ce que le bailleur nous a mis dehors parce qu'on n'arrivait plus à payer le loyer. On a été chez les gens bien qui nous ont accueillis. On a dû se séparer, envoyer l'un de mes fils chez ma belle-mère, envoyer ma femme et le plus jeune chez ma soeur à moi. Et moi-même, j'allais dormir chez un ami. Je dormais chez Rabelais, mon ami. Ma femme était chez ma soeur, ma cousine Claude. Ça a été très difficile. On a été comme ça parce qu'on n'avait plus d'argent pour payer. Et ma femme a été là, elle n'a pas craqué, elle, à aucun moment, je dis même sur l'expression de son visage, à aucun moment elle ne m'a fait croire que ça allait mal. Parce qu'elle savait que j'étais déjà au plus bas. Et elle savait l'amour que j'avais pour ma famille, pour mes enfants, pour elle. Et que je me battrais pour qu'on sorte de là. Et donc elle m'inspire beaucoup. Maintenant voilà, c'est ces trois personnes-là pour rester dans une triade. Après il y a plein d'autres personnes qui m'inspirent. Que ce soit ici en local ou à travers le monde entier, il y a plein d'autres personnes qui m'inspirent. Une phrase qui t'accompagne au quotidien. Une phrase qui m'accompagne au quotidien, c'est « Le succès appartient à celles et celles qui savent raconter la bonne histoire de la bonne façon. » Le succès appartient à celles et ceux qui savent raconter la bonne histoire de la bonne façon. Et je me rappelle un texte de Steve Jobs que j'avais lu à l'époque et il disait que le monde est bâti par des storytellers. Parce que les storytellers construisent une vision. Ils vendent cette vision-là. Il y a la masse qui adhère à la vision et puis ils bâtissent des choses extraordinaires. Parce que seul, on ne peut rien faire. On a besoin de rallier des gens autour de cette cause, de cette vision-là, pour s'assurer d'avoir un impact significatif sur le monde. Et il n'y a qu'un storyteller ou un bon storytelling pour arriver à générer une telle adhésion autour d'une vision, que ce soit celle de Steve Jobs, Barack Obama ou n'importe qui. Donc voilà, c'est une phrase qui m'accompagne tous les jours. Le succès appartient à celles de ceux qui savent faire du storytelling, qui savent raconter la bonne histoire de la bonne façon. Ou alors mon slogan, chaque histoire bien racontée vaut diamant. Ça, c'est ma signature. Chaque histoire bien racontée vaut diamant, toujours. Quel conseil pour les jeunes, pour tous ceux-là qui aspirent justement à suivre cette voie? Écoute, merci BBL. J'aime très souvent m'abstenir de donner des conseils parce que je dis moi-même je me construis encore. Je dis j'ai du chemin à faire moi-même. Je vais m'arrêter pour commencer à conseiller les gens et tout ça. Bon, je peux partager un bout de mon expérience et peut-être que si quelqu'un applique ça, ça peut marcher pour lui, mais peut-être pas aussi. Oui. Parce que c'est pas la panacée, pas les affaires qu'on voit sur les réseaux. C'est pas Jomel. Où les coachs, entre guillemets, les pseudo-coachs la bavardent et pensent que leur formule est applicable partout et pour... Non. Donc moi, je partagerai un bout. Je dirais que l'une des choses qui m'a permis de continuer d'avancer malgré l'adversité, c'est la passion. C'est que je n'ai pas choisi de faire ce métier pour de l'argent. Pourtant, il me donne de l'argent. Assez pour prendre soin de ma famille. Mais c'est pas pour ça. C'est que j'ai vu l'impact sur ma mère. Donc quand j'ai décidé de faire du storytelling, c'est parce que j'avais vu que même dans ce moment où ma mère, avec ses crises parfois mentales et tout, a réussi à un moment, dans un élan, dans un temps de lucidité, raconter une histoire qui a permis que je la revoie 25 ans après. Donc j'étais conscient à quel point
le storytelling pouvait changer la destinée des gens et je me suis lancé dans ça avec passion. Donc, moi, c'est la passion qui me guide. Je suis très passionné, très, très, très passionné. Je dirais donc à des jeunes frères, à des jeunes sœurs qui veulent faire n'importe quoi, pas forcément le storytelling, mais quoi que vous vouliez faire dans la vie, je vous en prie, essayez de trouver l'élément passionnant dans ça. Il faut trouver quelque chose qui vous passionne, parce que quand ça va être dur, vous vous souviendrez de pourquoi est-ce que vous avez commencé. Quand vous vous dites arrêtez de courir, arrêtez d'avancer, vous vous souviendrez de pourquoi est-ce que vous avez commencé. Voilà. Comment travailles-tu? On arrive déjà presque à la fin. Hein? Wow, oui, ça passe très vite. Oh my God. Ça passe très vite, oui. Alors, comment est-ce que tu travailles au quotidien? Est-ce que c'est avec toute une équipe? Comment ça se passe? Oui, j'ai 2 entreprises maintenant. Oui. On a Raconte Canada qui est au Canada, où Oui. je suis basé. Et actuellement, on a créé Raconte Cameroun ici pour accompagner les gens. Donc, on est ici avec le même niveau de standard, que ce soit dans les contenus, que ce soit dans la matière. Évidemment, c'est la matière grise, c'est moi qui ai conçu tous les programmes de formation. Donc, ça reste la même chose qu'au Canada, c'est la même chose que je donne aux Canadiens, aux Français, aux Suisses, à tout le monde. C'est ce que je fais. Et même au niveau du confort, on essaie d'avoir les outils, les mêmes outils, le même outil que j'utilise, les mêmes outils que j'utilise là-bas, que ce soit les outils Apple, c'est les mêmes qu'on a ici. Oui. On est en train de grandir, on est en train de s'installer. C'est super intéressant pour moi de voir ça. Donc, comment est-ce que je travaille? Je travaille avec une équipe, je suis accompagné d'une équipe, je ne travaille pas seul. J'ai différentes équipes. J'ai une équipe qui gère tout ce qui est marketing, j'ai une équipe qui gère tout ce qui est finance, comptabilité. J'ai une assistante là-bas, j'ai une assistante qui gère tout ce qui est administratif chez moi, c'est elle qui gère ça. Et ici également, j'ai une belle équipe. On est déjà 5 ici. Oui. Et on est en train de grandir. On espère avoir l'opportunité de former, qui sait, peut-être l'équipe ABK au niveau du storytelling, peut-être Bien sûr. Hein? l'équipe de vente et tout, le marketing de ABK aussi. Voilà, vous viendrez, voilà. ça va nous faire plaisir. Ah je note déjà. Hein? Compte sur moi pour te le rappeler. Ça va nous faire plaisir. D'accord. Alors, le mot de fin peut-être, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Déjà, c'était une très très belle émission. C'est passé très vite. Quand ça passe vite, ça veut dire que c'est beau, c'est agréable. On ne voit pas le temps passer. C'était vraiment une très belle émission. Merci pour ta belle énergie. Merci pour ton beau sourire. Merci beaucoup, Bébel. Bravo pour ce que tu fais. Continue comme ça. Tu as une telle chaleur que tu produis. Je pense que les auditeurs et les auditrices peuvent cerner la chaleur de ta voix et ce que tu mets dans ce que tu dis. Merci beaucoup. C'était vraiment plaisant. Et puis, je dirais, écoutez, à vous tous et à vous toutes, n'hésitez pas à soit faire ce qui vous passionne, soit à devenir passionné de ce que vous faites. Soit vous faites ce qui vous passionne, soit vous devenez passionné de ce que vous faites. C'est seulement la passion, comme le disait Hegel, qui permet de faire de grandes choses. Merci Brice Kamga. Nous avons été honorés de vous avoir au fil de la conversation. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est que le succès appartient à ceux et celles qui racontent l'histoire de la bonne façon. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Si vous écoutez ma voix là à l'instant, ça veut dire que vous avez été avec nous au fil de la conversation sur ABK Radio. Merci William Chouala qui a assuré la mise en onde. À très vite pour un nouveau numéro. Au revoir Brice. Au revoir Bébel. Merci William pour la mise en onde. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Au revoir.